faire connaître à tout le monde le passé négrier de Nantes, parce qu'il a été très longtemps caché, dissimulé. On a même menti sur le passé. Et vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de personnages que nous avons évoqués, qui étaient donc des armateurs négriers, on va expliquer ce que ça veut dire, dans les livres d'histoire nantais, sont présentés comme des philanthropes à cause de leur testament, à cause des dons qu'ils faisaient à l'église, etc. Et qu'on ne dit jamais d'où ils tiraient leur argent. Ils tiraient leur argent de ce que les ennemis de la traite appelaient le commerce du crime, et vous avez donc des revenus très importants. C'est la trace de ça, au 18e et au début du 19e, que vous allez tenter de repérer dans les bâtiments, dans les sculptures. Comme le rappelle Jean Breteau, Nantes a une place particulière dans le commerce triangulaire. Nantes était le premier port négrier de France au XVIIIe siècle, et de nombreux Nantais ont fait fortune grâce à la traite. Près de 1800 expéditions négrières sont parties de Nantes entre 1707 et 1815. Plus de 550 000 captifs ont été déportés vers les Antilles sur des bateaux armés par des Nantais auxquels il faut ajouter les esclaves déportés entre 1815 et 1831, période de la traite illégale. Les Anneaux de la mémoire, association nantaise ayant pour objectif de mieux faire connaître au grand public l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs conséquences actuelles, nous a permis, par le biais d'une visite guidée, d'entamer notre devoir de mémoire autour de ce commerce de la honte. Nous avons pu constater qu'il est impossible pour Nantes d'occulter son passé. La pierre en atteste à tous les coins de rue. Ici, un luxueux immeuble d'armateurs, de nombreux mascarons de mercure, le dieu du commerce, qui prouve qu'ici, l'argent était la principale motivation. Enfin, on peut aussi observer quelques têtes d'esclaves sculptées sur les frontons. Comme l'explique Jean Breteau, ces sculptures, tout comme les peintures, qu'on trouvait dans les grandes demeures, déshumanisaient les Noirs, qu'on réduit à un rang d'objets, de meubles ou de poupées, dont on disposait à sa guise. Notre visite a pris fin sur l'esplanade du mémorial de l'esclavage, inauguré en 2012. Ce lieu unique en France doit amener tous les citoyens à réfléchir sur les valeurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nous nous sommes attardés sur cette esplanade, avant de visiter le mémorial, car ils sont répartis 2000 plaques de verre. 1710 rappellent le nom des navires et les dates de départ des expéditions négrières nantaises. Les 290 autres plaques indiquent les comptoirs négriers, les ports d'escale et les ports de vente en Afrique, aux Antilles, aux Amériques et en océan Indien. Cela nous a beaucoup touchés. Nous avons pu mesurer la place qu'avait la ville de Nantes dans cette tragédie. Le nom d'un navire a attiré notre attention, celui du Prudent, parti de Nantes en 1763 pour arracher des Africains à leurs terres avant de les vendre comme esclaves en Martinique. Nous avons voulu en savoir plus sur ce bateau et sur les autres dont derrière le nom se cachaient des vies brisées et détruites par la barbarie et l'appât du gain. L'étape suivante, pour poursuivre notre devoir de mémoire, était de se rendre aux archives départementales. Gildas Couvreux, médiateur culturel, nous a permis de consulter les journaux de bord, les rapports d'amirauté et des registres du commerce d'époque. Le 13 septembre 1763, le navire Le Prudent quitte Paimboeuf, l'avant-port de Nantes. À son bord, Joseph Mosnéron Dupin, un Nantais de 15 ans, engagé comme pilotin, c'est-à-dire officier non diplômé. Ses mémoires, qui sont parvenus jusqu'à nous, retranscrivent ce voyage. Mon nom est Joseph Mosnéron Dupin. Mon père est armateur. Il finance des expéditions commerciales avec les Antilles. Sur ordre de mon père, le capitaine James a accepté de me recruter comme pilotin à bord du Prudent, un navire marchand. Je complète un équipage de 34 personnes. Je quitte Nantes, le cœur gros. J'examine notre bateau. C'est un voilier à 3 mâts. Une chose m'intrigue, la profondeur de la cale. Sur ce navire, on peut voir qu'en bas, il y a des tonneaux où était transportée la marchandise, qu'on échangeait contre les esclaves et qui étaient après ramenés d'Amérique. Après, sur la cale d'au-dessus, on peut voir les esclaves qui sont entassés pour avoir un maximum de place. D'un côté, il y a les femmes et de l'autre, les hommes.
Et en haut, on a le pont où travaillaient les marins. Au même moment, en Afrique, se déroule la capture de femmes, d'enfants, d'adolescents, d'hommes par les tribus africaines qui commercent avec les Européens. Cette main qui me serre est le seul lien qui me raccroche à la vie. Sans cette main qui me serre, je me serais effondrée comme tous ces hommes autour de moi. Cette main me donne le courage d'avancer, sans savoir où je vais. Cette main n'a rien de commun avec les autres mains, celle qui s'abat sur votre corps, si vos jambes ne vous portent pas assez vite. Devant et derrière moi, des centaines d'hommes et de femmes marchent en troupeau. Moi, je ne suis qu'un mouton parmi tant d'autres. Mes pieds me portent sans savoir où ils doivent aller. Je sais juste qu'il faut que je marche sans pleurer, en évitant de tomber. Je ne veux pas finir comme ces hommes que j'aperçois le long du chemin, perclus de douleur et de fatigue, attendant que la machette les achève. J'évite de respirer trop bruyamment pour ne pas trahir mon épuisement. Et de ne pas penser à ce qui m'attend là-bas. Je me raccroche à la seule chose qui compte pour l'instant, la main de ma mère. Mes pieds me brûlent, ma bouche est plus sèche que le sable sur lequel je marche. Mon estomac me torture de douleur. Une semaine déjà que ma vie a basculé dans l'horreur. Je revois la forêt, les fagots de bois que je ramasse avec ma mère. Je me souviens des hommes surgissant de nulle part. Je ressens encore les coups, les cordes qui me serrent et m'arrachent la peau. J'entends aussi les hurlements que je pousse. Le reste est étrangement flou. Mon incompréhension nourrit mon inquiétude. Où nous mène-t-on? Pourquoi nous a-t-on enlevés? Va-t-on nous dévorer comme dans les histoires que me raconte mon frère le soir? Différentes hypothèses se bousculent dans ma tête et chacune m'effraie davantage. Saurais-je le jour la raison de cet enlèvement? Après une traversée un peu périlleuse, le long des côtes espagnoles, portugaises et africaines, le navire arrive en janvier 1764 au comptoir de la traite à Bissau. Joseph écrit. À notre arrivée à Bissau, nous vîmes plusieurs bâtiments, portugais et anglais, qui étaient en traite aussi. Ainsi que le X de Nantes. Le capitaine paya les coutumes et ouvrit la traite. Après les palabres d'usage, on s'occupa de sortir les marchandises des caisses et futailles. Ce travail ne fut satisfaisant pour personne, car on trouva beaucoup d'avaries, principalement sur les armes qui étaient dans l'état le plus déplorable. Il n'y avait point d'armurerie à bord, et cependant, il fallait réparer les fusils, pistolets et sarmes. Ils étaient tellement incrustés de rouille qu'il devenait indispensable de l'enlever pour faire passer ces armes en traite. Environ 5 mois après notre arrivée à Bissau, nous tombâmes dans la saison de l'hivernage. Plus nous prolongions notre séjour dans ces misérables contrées, et plus nos provisions de France se trouvaient épuisées. Le capitaine, dans cette position critique, se décidait à surpayer les Noirs et traita en totalité environ 140 esclaves. Le capitaine du navire Le Prudent, comme les autres capitaines des navires négriers, échange avec les rois africains de la pacotille en échange des esclaves. La pacotille ne désigne pas du tout des objets avec peu de valeur, mais des objets qu'on met en paquet, d'où leur nom. On peut voir ces objets au château de Nantes. Donc ici vous avez tous les objets, bijoux et fusils qui servaient à échanger les esclaves durant la traite négrière. Et donc après vous avez les factures, et ici une facture de traite quand ils ont échangé les esclaves contre la pacotille. Et ici un sabre pour se frayer le chemin quand ils ont enchaîné tous les esclaves pour les emmener au bateau. Ces hommes, qui ont eu il y a quelques semaines libres, sont achetés comme du bétail et déshumanisés. La marche infernale prend fin. Cette marche de la mort, au cours de laquelle j'ai vu s'écrouler nombre de mes compagnons, touche à son but. Mais est-ce pour autant la fin du calvaire? Rien n'est moins sûr. Nos bourreaux s'arrêtent et en tant que moutons dociles, nous faisons de même. Depuis le début de cette marche insensée, pas un de nous n'a osé se rebeller. Leurs armes nous en dissuadent. Lorsque je relève la tête pour comprendre la raison de notre arrêt, je découvre, par-dessus les cheveux de mes compagnons, un paysage totalement irréel. De l'eau, juste de l'eau. De l'eau à perte de vue. Je ne parle pas d'un lac ou d'une rivière comme j'ai pu en découvrir dans mes propres contrées, mais d'une étendue d'eau si vaste que les yeux humains ne peuvent pas en dissuader la faim. Sur ce désert d'eau est posée une maison flottante, une immense demeure. Sur l'étendue de sable, je vois en loin des cages dans lesquelles on nous pousse en entendant, je le comprends assez vite, de monter sur le navire. Un homme blanc vient nous examiner, nous ouvrir la bouche, regarder nos dents, notre corps dans les moindres détails. Il me choisit avec certains autres de mes compagnons et me fait marquer au fer. Le métal brûlant sur ma peau ne m'arrache pas un cri, pas une plainte. La réaction la plus sensée que je devrais avoir dans un moment pareil est de tenter de fuir, de me défendre, de lui cracher au visage, de lui imprégner la marque de mes phalanges sur la mâchoire. Mais l'espace d'un instant, j'ai oublié que je suis un être humain. Je ne pense plus qu'à aller m'entasser avec le reste du bétail en essayant de me faire le plus discret possible.
En juin 1765, le navire arrive à Port-Royal en Martinique. La traversée a été difficile. Joseph affirme que le scorbut dévorait noirs et blancs et qu'il leur manquait de provisions. Ainsi, on recense 11 morts du côté des marins et 53 morts du côté des esclaves. Pendant la traversée, on tentait de maintenir les esclaves en bonne condition physique pour une seule raison: pouvoir les vendre le meilleur prix une fois arrivés. Un esclave mort, c'était de l'argent en moins. On tentait donc d'éviter des morts. Les captifs montaient par groupes sur le pont supérieur. Vers 8 h du matin, l'équipage commençait par la vérification des fers et la toilette des esclaves, en les aspergeant avec de l'eau de mer. 2 fois par semaine, on passait leur corps à l'huile de palme. 1 fois par quinzaine, les ongles étaient coupés et la tête rasée. Vers 9 h du matin, venait le repas, à base de légumes secs, de riz, de maïs, d'igname, bananes et manioc, que l'on avait acheté sur les côtes africaines. Le tout était bouilli, complété par du piment, de l'huile de palme, parfois un peu d'eau de vie. Il n'y avait un plat que pour 10. Une cuillère en bois pour chacun. L'après-midi, on insistait les esclaves à s'occuper. On organisait des danses, un exercice difficile pour les hommes enchaînés. Vers 17 h, les esclaves redescendaient dans l'entrepont, où les hommes étaient enchaînés, pour y passer la nuit. Dans ses mémoires, Joseph parle très peu des esclaves. On voit qu'il ne s'en soucie pas. Ils ont aussi peu d'importance pour lui que le sucre qu'il va ramener à Nantes. Mais comment ne pas imaginer ce que pouvaient ressentir ces enfants, ces hommes et femmes vendus comme des bestiaux? J'ai tous les membres engourdis, j'ai mal au poignet. Mes chaînes me serrent trop. Cela doit faire 6 journées, peut-être 7, que nous avons embarqué sur ce navire venu des enfers. Privé de lumière, le temps devient une notion floue. Le manque d'eau et de nourriture trouble aussi mes pensées. Les hommes blancs nous ont entassés dans l'entrepont de sorte à ce que nous prenions le moins de place possible. Je sens sur ma peau la transpiration des autres enfants et des femmes collées à moi. Une odeur nauséabonde emplit la pièce, un mélange de vomi, de transpiration et d'excréments. Si les larmes avaient une odeur, elles viendraient s'y ajouter. Jamais de ma courte vie autant d'émotions ne s'étaient bousculées dans ma tête. La tristesse se mélange à la colère à la peur, et la peur à l'incompréhension. Que nous attend-il à la fin de ce calvaire? Soudain, j'entends la trappe. Les hommes blancs s'approchent de moi et de mes camarades. Mon cœur manque de s'arrêter. Certains d'entre nous sont poussés vers l'échelle. En émergeant sur le pont, je respire à plein poumon l'air pur comme si j'avais passé ces derniers jours en apnée. Les hommes blancs nous font comprendre que nous devions danser. Danser, mais pourquoi? Nous nous exécutions par peur de recevoir des coups. Au son du tambour, mon corps retrouve les danses que nous faisions au village. Penser à ces jours heureux me torture. Arracher le cœur me ferait moins mal. Les larmes coulent en silence sur mes joues. Je ressens au plus profond de mon être que jamais plus je ne pourrai courir sur le sable chaud, que jamais plus je n'irai chasser dans la forêt près du village qui m'a vu naître, que jamais plus je ne me baignerai dans le cours d'eau qui longe la montagne verte. Non, jamais plus. Dans la baie de Fort-Royal, Joseph écrit: On fit sortir notre cargaison de noirs pour les déposer à terre dans les magasins afin de les soigner et de les rafraîchir. Ils furent vendus tant bien que mal. Le capitaine seul s'en était réservé le soin et personne d'autre de l'équipage ne s'en inquiéta. On passa ensuite le bâtiment dans le port afin d'en faire les travaux de charpentage et de calfeutrage les plus urgents. Les esclaves qui viennent d'être vendus sont conduits dans des plantations pour les faire travailler. L'esclave devient alors un instrument de travail, une sorte de bête de somme qui doit fournir le maximum de rendement. Les conditions de vie sont si terribles que plus d'un tiers meurt, d'épuisement et de mauvais traitements. D'ailleurs, l'espérance de vie d'un esclave ne dépasse pas 30 ans. À la fin du 19e siècle, Colbert crée le Code noir, un texte d'environ 60 articles qui définit les droits du propriétaire sur son esclave. Donc voici le Code noir pour les esclaves. C'est le statut qu'on considérait pour les esclaves. Comme l'a dit Jean Breteau, on les dénumalisait. De 1685, où il légifère sur les Noirs et il dit que les Noirs sont des biens meubles. C'est-à-dire on peut les acheter, les vendre, partager les familles, etc. Voilà, on n'a juste pas le droit de les tuer. Mais autrement, le Code noir est un texte épouvantable. C'est un document d'héritage d'une propriété à Saint-Domingue. C'est une île dans les Caraïbes, à côté de la Martinique. Donc dedans, on y trouve toute la composition du domaine avec tous les biens qu'on peut y trouver, dont les plantations, donc de canne à sucre, l'immobilier. Dedans, on trouve également les charges de vente, le nombre d'esclaves, mais aussi tout le personnel. Ils sont répertoriés avec leurs fonctions et leurs valeurs.
Le document sera donné aux futurs propriétaires et on constate donc que les esclaves sont comme des objets car ils sont inscrits dans l'inventaire comme des biens immobiliers allégués. En octobre 1765, Joseph traverse l'Atlantique direction Nantes. Il y arrive le 25 décembre 1765. Le voyage du retour est entrecoupé d'incidents. Cette expédition, qui a duré plus de 2 ans, était un fiasco commercial. Le père de Joseph Mosnéron Dupin a perdu 30 000 livres. Avec 1744 expéditions négrières, nombreux sont par contre les Nantais qui se sont enrichis avec le commerce de la honte. Il faudra attendre 1831 pour que la traite négrière soit interdite en France, et 1848 pour que ce soit enfin aboli l'esclavage. Revenir sur le passé négrier de Nantes est un devoir de mémoire qu'il faut accomplir. Cela permet de lutter contre l'oubli, de ne pas reproduire les tragédies du passé. Une phrase prononcée par Martin Luther King permet de résumer l'importance du souvenir et de la commémoration. Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité.